j'aimerais vraiment qu'on ait un échange, c'est pour ça qu'on a défini 20 minutes de speech, et puis après questions, réponses avec vous, échange. J'espère que ça vous convient comme programme. J'aimerais souligner que c'était osé de la part des organisateurs d'organiser ça un soir de match de l'équipe nationale. Et comme chacun sait, le Memès n'est pas très patriote. C'est clair. Estimation. Axel a eu l'amabilité de mentionner la thèse qui a été publiée. Si vous voulez vous taper une thèse de 500 pages, je ne vous retiens pas, je vous déconseille néanmoins. Attaquez plutôt ce livre-là, qui est paru chez Slatkin, La Suisse et l'autre, plaidoyer pour une Suisse libérale, où je présente un plaidoyer sur la politique d'immigration de ce pays, donc pas directement la politique européenne, mais plus la politique d'immigration, et qui est plus fin et plus amusant à lire, je l'espère en tous les cas. Je me suis promis à chaque présentation de préciser aussi que j'étais papa d'une petite fille, d'un deuxième qui vient en octobre. On présente toujours les femmes en présentant leur famille. Et je me suis donné comme mission qu'on présente aussi les hommes dans leur rôle familial. Et je me réclame un statut de papa actif. Et donc, je le souligne aussi à chaque fois. Peut-être en 2 mots juste, qu'est-ce que c'est que le FORAS pour tous ceux qui ne connaissent pas, le Forum de politique étrangère? Alors, Axel l'a dit, on est un laboratoire d'idées. On essaie de développer des idées pour la politique étrangère de ce pays. On parle logiquement d'Union européenne, on parle de migration, on parle de droits de l'homme, de droit international, de sécurité, de politique environnementale. En gros, on essaie de couvrir un peu tous les thèmes de la politique étrangère, avec une organisation qui est très suisse, au fond. On est une association avec des membres bénévoles qui s'engagent en parallèle de leurs études, de leur métier, de leurs activités propres, et qui font ça sur leur temps libre, qui développent des idées, organisent des événements, créent des occasions de se rencontrer. Et ça, ils le font à travers toute la Suisse. On a 1000 membres bénévoles de la génération 25-35 ans. Et on est assez fiers de ce réseau. Il est soutenu par une petite équipe de professionnels qui sont engagés par le FORAS, avec 2 bureaux, un à Zurich et un à Genève, à la Maison de la Paix. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur FORAS. Alors, en français, c'est un peu moins porteur comme nom. En allemand, c'est vraiment génial comme mot. Ça traduit le Vorausschauen, donc voir en avant, voir ce qui va venir dans le futur, qui est parfait pour un think tank, et qui est l'abréviation de Forum Außenpolitik, donc qui passe au fond très très bien. Parfait. Ce soir, je vous propose de parler d'association, et je me permets d'être transparent avec vous. C'est un papier que je vais publier avec FORAS en début juillet. Et donc, je me permets de le tester en quelque sorte avec vous, de voir quelles sont les réactions. Je l'ai déjà testé avec pas mal de personnes, mais avec vous, c'est, je veux le croire en tout cas, un angle un peu particulier. Je me réjouis d'entendre vos réactions sur ce sujet. À ce titre, je vous ai fait distribuer une feuille A4, et j'aimerais qu'on commence par vous. C'est vous qui allez travailler au début. J'aimerais que vous me notiez sur cette feuille A4, j'espère que tout le monde a un stylo, un mot-clé, un objet, une pensée, mais court, pas une phrase, pas une thèse, 1 ou 2 mots-clés, qui vous viennent à l'esprit spontanément, et je vous demande vraiment d'être le plus spontané possible quand je vous dis, attention, top, voie bilatérale. Écrivez, que ça soit instantané. Ceux qui n'ont pas encore écrit ont trop réfléchi. Voie bilatérale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Parfait, vu que c'était qu'un mot, vous avez nécessairement terminé. Mettez ça de côté, on y revient après. Comme on faisait avec ma grand-mère quand on allait au loto, quand il restait plus qu'un seul numéro avant de dire carton, vous pouvez le glisser sous votre fesse. Porte-chance, paraît-il. C'est comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris. Ce soir, j'aimerais vous exposer 2 thèses qui font partie d'un tout. La première de mes thèses, c'est que les mots, les concepts, les façons de poser des questions, les façons de penser certains problèmes sont extrêmement importants pour le débat politique. Premier point. Deuxième point, prenant acte de ma première hypothèse, j'aimerais vous proposer un nouveau mot pour penser nos relations avec l'Union européenne en Suisse, qui est celui de l'association. J'y reviens dans la deuxième partie de mon exposé. Sur la première thèse, les mots sont importants pour le discours politique. Je ne sais pas s'il y a des linguistes dans la salle, ce serait passionnant. Les linguistes nous apprennent que les mots qu'on emploie sont comme des grilles d'analyse qu'on utilise pour percevoir et appréhender la réalité.
Essayez de faire l'expérience quand vous devez appréhender quelque chose, ça peut être vraiment quelque chose de très simple, vous pensez en mots. On ne peut pas penser autrement qu'en mots. Pour les philosophes parmi vous, ça évoquera la philosophie du langage, ça évoquera Wittgenstein, ça évoquera ce genre de penseurs. On n'a pas d'autre manière d'appréhender le monde que d'avoir des mots. Si vous devez décrire cette chose-là, ça va vous venir en mots. Vous allez dire rouge, vous allez dire cahier, vous allez dire objet de 15 cm sur une télévision. Il n'y a pas d'autre façon. Et donc, ces mots sont, comme si vous étiez myope, sont comme des lunettes que vous devez mettre. Vous n'avez pas le choix de les enlever, elles seraient comme fixées à votre visage. Et donc, elles ont une influence absolument essentielle sur comment vous voyez le monde, comment on voit le monde. Et en termes politiques, cette influence, elle est très puissante, parce qu'elle va déterminer qu'est-ce qu'on voit, et surtout qu'est-ce qu'on ne voit pas. J'emprunte au linguiste Lakoff, que certains d'entre vous connaissent peut-être à travers un petit livre qu'il a écrit sur la politique américaine, Don't Think of It as an Elephant, sur les oppositions conceptuelles entre les républicains et les démocrates. Et lui nous dit, on emploie beaucoup de métaphores quand on parle. Et certaines métaphores, justement, ont un peu cet effet d'œillère. Elles nous permettent de nous focaliser sur quelque chose, mais le prix, c'est qu'on perd un peu du champ de vision. Donc si je mets une métaphore ici, je ne vois plus ce que font les deux personnes ici. C'est juste le prix de me focaliser. Si je mets une autre œillère, je ne vois plus ce que fait Axel. Peut-être qu'il n'écoute plus. Peut-être, c'est une hypothèse. C'est une méthode, mais bon. Le challenge, c'est pas d'essayer d'effacer ces œillères. C'est impossible. On en aura de toute façon, vu que c'est justement les mots. Il s'agit par contre de prendre conscience de quelles sont ces œillères et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et c'est là que je pense que la réflexion politique entre en jeu de plein pied. C'est là que ça devient vraiment très intéressant d'interroger quels mots on emploie pour décrire certaines réalités politiques. Et on vient justement à notre exercice de la voie bilatérale. J'ai fait l'expérience, et ça a un peu corroboré mon intuition, que quand on pense voie bilatérale, je ne sais pas ce que vous avez noté, ça serait intéressant, après on échangera sur ce sujet, il y a ce terme de voie, qui traduit une espèce de pipeline, un tuyau qui rentrerait à Berne sous le sol, qui ressortirait à Bruxelles auprès de la Commission, et les relations entre la Suisse et l'Union se jouent dans ce pipeline. Et on voit tout à fait l'image de la voie, c'est comme une autoroute, il y a différentes directions, deux pour être précis, la Suisse, l'Union européenne, et on échange. Ça marche très bien pour l'échange de marchandises, ça marche très bien pour certains autres sujets, on peut même aller jusqu'à dire que ça marche bien pour la libre circulation des personnes. Mais voilà, on est sur une voie à deux sens, et on échange entre la Suisse et l'Union européenne. Cette voie, à mon avis, elle joue exactement cette fonction de métaphore. Ce terme est tellement omniprésent dans notre façon de parler des relations entre la Suisse et l'Union européenne. On peut le qualifier de mantra, ça revient sans cesse. Si vous interrogez, allez au hasard, un membre du PLR, et vous lui dites qu'est-ce qu'il faut faire en matière européenne, il va vous dire la voie bilatérale. Der Königsweg, la voie royale pour penser les relations avec l'Union européenne. Le PDC dirait à peu près la même chose. Je pense qu'il faut être honnête, au PS aussi certainement, et même à l'UDC, on finira par dire ouais, au final, la voie bilatérale, c'est la solution. Et donc, à mon avis, on est pris dans ces lunettes qui limitent notre réalité et qui nous font envisager ça comme une voie qu'on doit, et c'est la suite logique, on doit la libérer de tout obstacle, cette voie. Si vous mettez sur l'autoroute un accident, un embouteillage, un caillou, la voie est bloquée. Et donc, on se trouve dans une entrave, un obstacle. Et vous avez l'initiative RASA. Voilà. La voie est bloquée, on se trouve dans un cul-de-sac, parce que quelqu'un a mis un obstacle, et donc il faut libérer la voie. Vous voyez le discours métaphorique qui accompagne l'initiative Raus aus der Sackgasse, donc sortons de l'impasse. On est tout à fait dans cette logique de la route à une voie. Est-ce que c'est pas mal, mon point n'est pas de dire que c'est négatif, mon point c'est de dire, voilà, prenons conscience que ces mots qu'on emploie, qui paraissent absolument tous les jours, au quotidien, on les emploie. Ils traduisent quelque chose de notre façon de penser les relations et, pour reprendre l'image des lunettes, ils nous aident à voir plus précisément quelque chose, mais ils nous coupent de plein de choses. Et ce serait un peu la thèse que j'aimerais exposer dans la deuxième partie avec justement cette idée d'association. Je vous donne encore un exemple où ce mot, à mon avis, fonctionne très bien, où on voit la puissance d'un concept. C'est cette idée de neutralité. Voilà, la neutralité. Dans les années 60, vous disiez ce mot, tout était dit, presque.
petit à petit, la neutralité, de manière intéressante, elle s'est faite active. Michel Calmiré a parlé pendant tout son mandat de neutralité active. Et sur le plan, en tout cas, de tactique de communication politique, force est de constater que quand on dit neutralité active, il y a d'autres images intuitives qui viennent en tête que quand on dit neutralité. Ou neutralité perpétuelle, ou neutralité absolue, ou tous les autres adjectifs vous les trouvez. Et quand on vote sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU, si on a un débat mené en termes de neutralité, ou si on a un débat mené en termes de neutralité active, on sent bien que les lunettes qu'on propose aux gens de mettre sur leur nez pour percevoir la réalité, elle est toute différente. Si la Suisse est une neutralité active, alors c'est possible d'aller à l'ONU. Parce que justement, ça va permettre d'activer, ça va permettre de jouer un rôle, d'être dans l'action. Si par contre la Suisse est dans une neutralité perpétuelle, absolue, tout ce que vous voulez, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué pour la Suisse d'accéder à l'ONU. Et j'aimerais vous faire un peu sentir que, suivant quel mot on emploie, et les linguistes ne font que de nous le rappeler, on va avoir un tout autre débat qui va se mettre sur des rails très très différents, et qui va, suivant qui a la compétence ou la capacité ou le pouvoir d'influer sur ces mots, va se jouer déjà une bonne partie de la bataille au moment même d'énoncer la réalité. Donc il nous faut, à mon avis, et nous, ça pourrait être les forces constructives qui souhaitent que la Suisse mène un débat constructif sur ses relations avec l'Union européenne, il nous faut prendre conscience de ces mots et mener cette bataille des mots. À mon goût, et je reviens à la phase 2 de mon exposé, je pense qu'il faut qu'on change de mot-clé. Et c'est là que j'espère un peu de résistance de votre part. Je pense que trop longtemps, le mot-clé dans ce débat, ça a été l'adhésion. J'ai vu qu'aujourd'hui, le Conseil national avait encore parlé de la demande d'adhésion. Pour vraiment, cette fois-ci, enterrer de chez enterrer. Ouais, ça paraît impressionnant encore qu'ils s'occupent de ça. Mais certains d'entre vous dans la salle sont de la génération 92, où ont été très marqués par cet événement. Je n'en suis pas, j'étais beaucoup trop jeune. Le fait est que ce concept d'adhésion, alors, parce que c'est lui qui a mené à la voie bilatérale se justifie en opposition à l'adhésion, on ne veut pas adhérer, donc on fait la voie bilatérale, continue à imprégner assez puissamment la façon dont on parle de l'Union européenne dans ce pays. Et donc je pense qu'il faut le mettre de côté et lui préférer un autre débat. Et je vous donne un exemple en termes de questions. Vous avez à coup sûr déjà été confronté à ces questions dans votre carrière ou dans vos événements publics auxquels vous avez pu participer. On vous a certainement déjà demandé, êtes-vous pro-européen? Je vous encourage à repousser de toutes vos forces cette question, comme étant une question stupide et non pertinente. La question est mal posée. Si on accepte de répondre à cette question, on accepte déjà qu'on peut être contra-européen. Et on avait juste d'esquisser cette position montre un peu que la question, au fond, ne veut pas dire grand-chose. On peut être contre ou pour l'adhésion, ça n'y a pas de problème. Par contre, contre l'Europe, contre l'existence des institutions européennes, ça me paraît beaucoup plus difficile. Et donc cette question, êtes-vous pro ou contre européen, êtes-vous pour ou contre l'adhésion, traduit exactement ce framing qui a pour l'instant valeur d'étalon dans le débat politique. Et je vous propose de proposer des questions du genre: comment la Suisse devrait s'associer à l'Union européenne pour défendre ses intérêts? Comment la Suisse devrait s'associer à l'Union européenne pour défendre ses intérêts? Quel type d'association voulons-nous entre la Suisse et l'Union européenne? Et si vous me suivez, j'espère en tous les cas que d'autres images intuitives vous viennent en tête. Quand je dis ce mot d'association, quand je pose la question comme ça, on ouvre une toute autre piste. Imaginez-vous un forum ou un infrarouge, et la discussion se recadre. Mais vous, monsieur Rochelle, vous êtes pro-européen? Non, madame, non, monsieur. Par contre, je veux que la Suisse s'associe au projet européen pour défendre ses intérêts. Je ne sais pas si vous sentez le recadrage du débat, et j'imagine que mon adversaire ou mon partenaire de discussion est ensuite après sur des rails qui sont très différentes. On met de côté cette discussion sur pro ou contre l'Europe, pro ou contre l'adhésion, et on arrive beaucoup plus sur des discussions pragmatiques. Quel type d'association, comment, pourquoi, quels intérêts, quelle forme institutionnelle à l'association. Et on ouvre un débat beaucoup plus constructif à mon sens, où les compétences que moi je veux mettre en avant sont beaucoup plus facilement audibles.
Je pense que l'association, si on l'emploie comme ça, elle pourrait jouer deux rôles importants. Elle pourrait décrire la réalité qu'on a maintenant, et entre guillemets, identifier les problèmes. Et elle pourrait inspirer. Et je pense que c'est sa fonction essentielle. Elle inspirerait l'action politique. Je pense que les mots qu'on emploie pour le débat politique doivent avoir pour mission d'ouvrir les perspectives plutôt que de les refermer. Si vous sortez d'une salle, j'aimerais voir des gens qui ont été inspirés, ils ne sont peut-être pas d'accord, mais il y a quelque chose qui s'est passé, plutôt qu'une confirmation de ce qu'ils pensaient déjà. Je commence avec le premier point, pour décrire la réalité. Je pense que l'association nous permet de décrire, si on la qualifie de passive. Au fond, la Suisse actuellement avec l'Union européenne dans une constellation d'associations passives. Je prends l'exemple du régime de Schengen, qui est un des régimes où juridiquement on est associé, comme Horizon 2020, comme Dublin. La Suisse est associée. Mais je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas cette acception juridique qui m'intéresse du terme association. Je suis vraiment au niveau du discours politique. Comment on communique politiquement sur cette réalité? L'Union européenne, dans ses traités, a un statut d'association pour certains pays. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension politique au-dessus, ou en complément de ce discours juridique. Si on prend Schengen, vous le savez peut-être, je pense que c'est un chiffre qu'on devrait dire beaucoup plus souvent, la Suisse a dû reprendre 174 modifications. Et justement, on est associé. Alors, en principe, le Parlement peut dire non. J'ai noté les chiffres. Il y a eu 26 fois où le Parlement a dû donner son accord. En principe, on peut dire non. Si on dit non, tout l'édifice Schengen s'effondre. La Suisse sort de Schengen, avec un délai de 6 mois. Donc ça va relativement vite et c'est relativement automatisé la procédure. Donc de facto, la Suisse n'a pas le choix. De facto, la Suisse va l'accepter. Et c'est, j'essaie de repousser le plus possible l'utilisation de ce mot, c'est aussi de la tactique de communication politique, c'est ça le mode de souveraineté de la Suisse dans Schengen et dans Dublin. C'est une obligation de facto de reprendre des textes qui sont décidés par d'autres, et une possibilité de principe de dire non. Mais je pense que même le Parlement actuel, qui est pourtant pas, on peut qualifier constructif en matière européenne, même lui n'aura à mon avis pas le courage n'osera pas tenter de dire non, ça on ne reprend pas, et donc on met en place la procédure qui conduit automatiquement plus ou moins. Ça joue pour Schengen-Dublin, c'est les deux régimes où c'est le plus clair. C'est valable comme analyse, à mon avis, pour l'entier des relations avec l'Union européenne. Prenez ce terme clé de reprise autonome du droit européen. On est en plein dans cette logique d'association passive. La Suisse est associée de facto, on participe, on veut un accès au marché unique, mais on reprend. En principe, on pourrait dire non, mais on sait que c'est dans notre intérêt économique et dans notre intérêt politique de reprendre plus ou moins certaines évolutions législatives de l'Union européenne, et donc on le fait sans le crier sur tous les toits. Et là, il y a une espèce d'union parfois un peu malsaine de certains partis politiques, de l'administration, de la diplomatie, pour ne pas parler de cet état de fait. Parce que ça n'arrange personne qu'on dise que la Suisse n'a pas le choix de reprendre. Surtout pas le Parlement. Ça équivaut au fond à émasculer nos parlementaires, je vous pardonnerai ce terme qui n'est pas gender neutral, ça équivaudrait au fond à dire que les gens qu'on a élus à Berne, dans certaines matières, font plus ou moins office de caisse enregistreuse. Et ça, forcément, peu de parlementaires le disent volontiers. Ça, c'est la première fonction de l'association, quand elle est passive. Ça nous permettrait d'identifier et de nommer assez clairement les défis de nos relations entre la Suisse et l'Union européenne telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc de mettre le doigt sur ce mode de souveraineté qui va, bon an, mal an, ce serait en tout cas ma thèse, plus ou moins s'imposer dans nos relations avec l'Union européenne tant qu'on n'a pas une fois une discussion de fond sur quels sont les modèles alternatifs. Et est-ce qu'on veut vraiment avoir une souveraineté, certes respectée en principe, la Suisse peut toujours dire non, mais dans la pratique, on est dans une situation de dépendance assez profonde. Ça, c'est pour décrire. Comme je vous disais, le point essentiel, à mon avis, de ce nouveau mot d'association, c'est d'inspirer. C'est d'ouvrir le champ politique de l'analyse. Et là, moi, j'aimerais une association active et flexible. Et à nouveau, je commence avec Schengen pour montrer que là, il y a aussi des possibilités d'activer. Rappelez-vous de l'affaire des visas libyens. La Suisse était partie de Schengen, et donc elle codécide sur l'octroi des visas. Elle avait fait pression avec des partenaires, il y avait l'Espagne notamment dans cette affaire, pour bloquer l'entrée de certains ressortissants
en leur refusant un visa Schengen. Et là, d'un seul coup, on avait senti que la Suisse, alors, a des pertes en termes de souveraineté, a des pertes en termes de codécision, mais si elle veut activer cette association, si elle veut activer cette alliance, elle peut obtenir quelque chose. Et je pense que cet événement, il nous met sur la piste de ce à quoi devrait ressembler l'association quand elle est active. C'est vraiment un endroit où on va pouvoir défendre nos intérêts de manière concrète. Défendre les intérêts de la Suisse dans et avec l'Union européenne. Et, j'y reviendrai ensuite, un endroit où la Suisse et l'Union, considérées comme partenaires, vont défendre les intérêts communs qu'ils ont vis-à-vis du vaste monde. C'est la défense d'un certain modèle européen face ou avec la Chine, les États-Unis, l'Inde, tout ce que vous voulez, les partenaires plus lointains, la Russie, une certaine défense d'un modèle européen. Cette association active qui veut défendre les intérêts, à mon avis, elle a plusieurs intérêts à défendre. Je fais une petite distinction entre les intérêts substantiels et les intérêts procéduraux. Substantiel, clairement, c'est la prospérité économique de la Suisse. La Suisse veut un accès au marché commun pour assurer sa prospérité économique. Je ne vous fais pas le discours, l'économie suisse le répète à longueur d'année. Les chiffres sont entrés dans les têtes d'à peu près tout le monde. Ça marche. Ce qui est peut-être moins dit, c'est que la Suisse a un intérêt à s'allier, à s'associer avec l'Union européenne pour affronter des défis communs. C'est l'asile, c'est le réchauffement climatique, c'est les défis qui dépassent ce qu'une communauté politique seule peut faire. Là, sur le domaine de l'asile, on le pressent très, très intuitivement et au fond, peut-être cet été très, très concrètement. La Suisse seule ne peut rien faire, elle n'a d'autre choix que de régler ses problèmes en tant qu'associé au régime Dublin, en première ligne, et en tant qu'associé au régime Schengen. Et en tant qu'associé passif, cette fois-ci de nouveau à l'évolution du régime européen de l'asile, où là aussi la Suisse n'aura pas d'autre choix que de reprendre les évolutions législatives de l'Union. Donc elle a des défis communs, et troisième intérêt substantiel où la Suisse doit défendre cet intérêt, c'est justement cette défense des valeurs communes. Là je pense par exemple au traité de libre-échange avec la Chine. La Suisse et l'Union n'ont pas intérêt à se lancer dans une course vers le bas, vers qui aura le standard le plus bas pour conclure un accord de libre-échange. Ça tombe bien, c'est la Suisse qui mène pour l'instant. On verra si c'est la Suisse qui continuera à mener avec l'Inde. C'est une question où on doit s'allier. Il y a une alliance de valeurs à mettre en place, une association de valeurs, où on va ensuite pouvoir faire front commun et défendre un certain modèle européen. Et là, je pense qu'il ne faut pas avoir une vue à trop court terme et se dire ok, la Suisse gagne 10 ans sur l'Union européenne avec la Chine, mais au final, si le modèle européen y perd, en termes de cohérence, je ne suis pas sûr qu'on gagne. Les intérêts substantiels, donc 3. Prospérité, défis communs, valeurs communes. Ces intérêts restent lettre morte si on n'a pas les canaux pour les défendre. Et je pense qu'il nous faut une certaine stabilité, une certaine capacité de prévoir nos relations avec l'Union européenne. Si on n'arrive pas à les inscrire dans un ton politique assuré, au fond, ces intérêts ne servent à rien. Donc il nous faut une capacité de nous dire on est associé sur le long terme. Et je pense que l'idée d'association porte en elle aussi cette idée de... C'est pas juste du jour au lendemain, on ne fait pas un deal unique. Non, on est associé. C'est à long terme. Il y a un certain souffle institutionnel. Il nous faut un mécanisme de résolution des conflits. Entre associés, on doit pouvoir discuter et mettre à plat quand il y a un conflit et s'entendre sur la manière de résoudre un conflit. Les gens qui font du business dans la salle savent que si vous avez un associé, il vous faut une manière de résoudre un conflit. Ça peut arriver, les conflits entre associés. Et il nous faut, et là c'est un point clé, il nous faut, et on va voir jusqu'où on peut aller, un mécanisme de codécision. S'il y a un des associés qui doit reprendre tout ce que l'autre associé décide, ça va être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Parce qu'un des associés est dans une situation où on lui impose les décisions que l'autre associé prend. Et donc il va falloir s'arranger. Et je pense que si on met ensemble tous ces intérêts, donc on est toujours dans cette association active, donc une Suisse qui est capable, en organisant les canaux institutionnels, de défendre ses intérêts substantiels avec et dans l'Union européenne, là on a, à mon avis, un framing politique très intéressant qui s'ouvre à nous, avec des questions qui sont très très différentes de êtes-vous pro-européen, oui ou non. On est dans une discussion beaucoup plus concrète sur comment concrètement défendre cette association avec l'Union européenne. Ajoutez-y la flexibilité. Cette association doit être active et flexible.
C'est-à-dire qu'elle doit prendre acte d'une union qui est multiple. Et à nouveau, je pense que la voie bilatérale rend, sur le plan de la communication politique, très peu cette union multiple. La voie bilatérale, c'est entre deux points. C'est Berne d'un côté et, nécessairement, c'est Bruxelles de l'autre. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autre. C'est dur d'imaginer une voie bilatérale qui va en même temps à Rome, à Madrid, à Berlin et à Bruxelles. Ou alors, on a une autre image. Je crois que Didier Burkhalter a tenté, quand il a pris le DFAE, de dire « Moi, je vais aller dans les capitales. Je vais mettre en place un système complémentaire à celui des relations directes institutionnelles avec l'Union. Je vais aller voir les États. » Et je pense que c'est la bonne voie. Il faut simplement qu'on systématise un peu tout ça, qu'on prenne acte que l'Union européenne a plusieurs sphères d'intégration. Et j'insiste, il me semble que le concept de sphère est plus pertinent que le concept de vitesse. L'Europe a deux vitesses, ça veut dire qu'au fond, tout le monde va au même endroit, mais pas à la même vitesse. Je pense que tout le monde ne va pas au même endroit, et pas à la même vitesse. Donc il y a plusieurs sphères d'intégration qui sont parfois communes, parfois pas. Distinguons au moins Schengen, Dublin, la zone euro, l'union bancaire, la zone de citoyenneté européenne. On y met la libre circulation. La libre circulation fait un élément de la citoyenneté européenne, beaucoup plus large. Ajouter l'union de la recherche, Horizon 2020, tous les partenaires. Vous avez déjà plusieurs sphères d'intégration qui parfois se recoupent, parfois pas. Et je pense que cette association, si on la dit flexible, on est beaucoup plus à même d'avoir cette flexibilité mentale pour dire ok, la Suisse va s'associer au marché commun, elle va s'associer à l'union de la recherche, elle ne veut peut-être pas s'associer à l'union bancaire, elle ne veut pas s'associer à la zone euro, mais tout ça est flexible. On peut s'associer, en tout cas c'est l'ambition de la Suisse, à différents échelons, de différentes manières. À cela correspondent bien sûr différentes institutions, vous connaissez ça par cœur, et il faut qu'on renforce notre présence, pas seulement auprès de la Commission, auprès du Parlement européen. Après le traité de Lisbonne, le Parlement européen est devenu co-législateur à valeur égale. Il faut donc qu'on envoie nos gens, qu'on envoie nos parlementaires au Parlement européen, c'est là que ça se joue, et il faut qu'on améliore cette connexion. Il faut qu'on envoie nos gens à la Cour de justice, à Luxembourg, pour avoir des connexions. Il faut que les juges du tribunal fédéral entretiennent un dialogue institutionnel avec les juges de Strasbourg, d'un côté pour la CEDH et avec Luxembourg pour le droit de l'Union européenne. Il faut qu'on renforce, et à nouveau, je parle de communication politique. Ces initiatives sont beaucoup plus faciles à communiquer quand on parle de cette idée d'association, plutôt que quand on parle de l'idée d'une voie bilatérale. Le PS a notamment déposé une initiative parlementaire pour demander un bureau permanent de liaison auprès du Parlement européen. Voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et cette option, d'un seul coup, elle paraît très logique quand on parle d'association. Comment on veut s'associer? Logique, on va s'associer auprès du Parlement. Par contre, si on est dans ce discours de la voie bilatérale, c'est comme Axel ici. Je ne le vois pas. Le Parlement, je ne le vois pas bien. Si je parle d'association, avec les deux. L'Union ne va pas être d'accord que la Suisse prenne son petit menu, puis dise Schengen, oui, Dublin, oui, peut-être. La recherche, oui, la recherche, bien sûr. L'Union monétaire, non, jamais. Il va y avoir certains principes transversaux qui vont définir de quelle manière on peut s'associer à telle ou telle sphère d'intégration. Et la discussion depuis le 9 février 2014 est particulièrement pénible pour la Suisse parce qu'on a voulu toucher à un de ces principes transversaux. Si vous voulez avoir accès au marché commun, qui est lié à la sphère de citoyenneté, vous devez respecter ce principe de libre circulation des citoyens au sein de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas discriminer entre les citoyens de l'Union européenne. Ça, c'est la Croatie. Et là, on a touché à des choses qui font le lien entre ces différentes sphères. Et là, forcément, on risque de se casser les dents. Faisons confiance à Jacques de Watteville, à l'équipe de Bruxelles, aux diplomates qu'on a dans les pays membres, mais n'attendons pas de miracle. Là, 23 juin, oui ou non, là, je ne vois pas vraiment d'opportunité pour la Suisse. Et au final, je pense que si on a cette idée d'association en tête, ça apparaît assez logique. L'Union s'est donné comme règle que ça, c'était les principes qui faisaient les liens, qui assuraient la cohérence entre les différentes sphères d'intégration. Et si on veut ça sans respecter le principe, mais qu'en plus on veut ça, forcément, une fois ou l'autre, ça va coincer.
Et là, on touche simplement à un de ces principes où ça coince. Voilà, mesdames et messieurs, je termine. En conclusion, j'ai tenté de vous montrer que les mots étaient importants quand on parle de politique. Et j'ai tenté de vous faire une proposition concrète. C'est de remplacer, quand on parle des relations entre la Suisse et l'Union européenne, nos framing, nos cadres de pensée, nos cadres d'analyse existants par cette idée d'association. Et repassez-vous en revue les dernières émissions de forum, les derniers infrarouges, les derniers débats auxquels vous avez participé. Et essayez d'imaginer à chaque moment où on s'est perdu dans une question annexe et pas importante, si on avait eu cette idée d'association au cœur du débat. Est-ce qu'on aurait eu, oui ou non, un débat plus constructif? Est-ce qu'on aurait eu, oui ou non, un débat où la Suisse peut plus facilement mettre en avant ses intérêts et mettre en avant ses compétences? Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. C'est que tant qu'on parle de cette voie bilatérale comme un pipeline entre Berne et Bruxelles, on peine à mettre en valeur les compétences de la Suisse. La Suisse, au fond, est très habituée à être agile entre les différentes institutions, entre différentes langues, entre différentes cultures, d'avoir cette mission de faire le lien entre les gens, de créer du lien. La Suisse est excellente là-dedans. Et il me semble que l'idée d'association flexible, active, permettrait d'activer ces compétences plus que les mots qu'on emploie actuellement. Je fais un petit épilogue bis spécialement pour vous éviter une question aussi. Vous allez me dire, est-ce qu'au fond l'adhésion, c'est pas la forme la plus parfaite d'association? Vous allez dire, M. Rochel, il est sympa, mais ce qu'il nous propose là, au fond, c'est l'adhésion moins un tout petit peu. Et si on va au bout du raisonnement, l'association complète, telle que je l'ai décrite, notamment avec le point de la codécision, c'est l'adhésion. Et je vous dirais que vous avez raison. Mais je pense à nouveau en termes politiques. Porter maintenant la question de l'adhésion dans le débat public est à mon avis profondément contre-productif. Sauf si on est dans une stratégie, et c'est une stratégie à mon avis louable, de benchmarking, de montrer qu'il y a toujours des gens dans ce pays qui sont pour l'adhésion. Et ça met une ligne rouge au débat. Et c'est certainement bien qu'il y ait, et je crois que le NOMES en fait partie, des associations qui continuent à plaider cette ligne. Maintenant, je pense que ça joue un rôle justement de délimitation politique. Je pense, et vous me pardonnerez si je suis trop direct, je pense qu'en termes constructifs, ça apporte relativement peu de parler d'adhésion maintenant. Par contre, je vois l'association comme un détour très très intéressant. Parce que si on passe par l'association et que pendant 10 ans on parle d'association, les lignes politiques vont se déplacer. Reprenez l'image de la neutralité. Si on avait, on l'a fait, on a voté plusieurs fois quand on parlait de neutralité sur l'ONU, chaque fois que non. Changeons petit à petit les mots. Il a fallu longtemps pour que la neutralité active devienne maintenant la neutralité par défaut. Personne ne parlerait maintenant de neutralité passive. Ou peu de gens. Cette neutralité, elle est active. C'est parfaitement accepté. Donc, faisons le débat sur l'association. Une fois que ça sera parfaitement accepté que la Suisse et l'Union sont des associés, que la Suisse a des intérêts à défendre, mais que la Suisse et l'Union ont des intérêts en commun à défendre de par le vaste monde, là, la question de l'adhésion, elle se reposera de manière constructive. Donc je plaide, spécialement peut-être auprès du NOMES, pour de la patience politique. Mettez de côté l'option de l'adhésion, parlons d'association pendant 10 à 15 ans, puis revenons. Et là, je pense que le débat se posera de manière plus constructive et plus intéressante, avec des lignes qui auront bougé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors sur la feuille, je vous encourage à faire le lien. Qu'avez-vous noté? Est-ce que c'était un mot-clé qui passe avec tout ce que je vous ai expliqué? Est-ce que c'était une autre image? À la limite, si vous voulez poser une question, dites-nous ce que vous avez noté sur le pied. Si ce n'est pas secret, ça sera intéressant de voir quelles images sont venues intuitivement au moment d'évoquer la voie bilatérale. Merci beaucoup, Johan. Je crois qu'on va faire ça de manière simple. Tu vas un petit peu choisir les questions qu'il y a dans la salle. J'ai vu qu'il y a déjà Caroline qui a levé la main. J'imagine qu'il y a plusieurs questions. J'en ai une aussi. Caroline, ladies first. Très bien. Ça, c'est de nouveau bien genré, je dois le dire. C'est pas grave. Bon, alors, André Lou. Non, vas-y. C'est une invitée, c'est ça, avec François. Moi, je voulais savoir concrètement ce que Forhouse va faire avec ce concept. Donc, tu as dit qu'en juillet, vous allez publier donc, un papier, ou toi, je ne sais pas si c'est au nom de Forhouse ou seulement vous. Et concrètement, si c'est déjà un début de campagne éventuel pour 2017, ou si c'est
enfin, comment la mise en œuvre, parce que moi je trouve que l'idée est bonne, mais j'aurais voulu savoir comment Forhouse allait la mettre en pratique en fait. Écoute, très concrètement, nous on va faire comme on fait d'habitude quand on publie ce genre de papier. On va communiquer avec la presse, on va communiquer avec le Parlement. Et là, plus concrètement, on va mettre l'accent sur les gens qui sont en charge de la communication au DFAE, dans les dossiers européens, auprès de la Commission, dans les partis politiques. Parce que là, on parle vraiment de communication politique. On parle de quels mots on prend pour parler de quelle réalité. Donc là, on va mettre vraiment un point fort sur les gens qui sont en charge de la com, pour essayer de travailler avec eux. Et je pense que déjà, ils prennent conscience que ce qu'ils répètent à longueur d'année, au fond, ça transmet une certaine façon de voir les choses, c'est déjà pas mal. Si ensuite ils achètent l'association, c'est le bonheur. Et si vous voyez en juillet un communiqué de presse, allez au hasard, le PLR ou le PDC, qui parle d'association, vous penserez à moi très fort, puis vous me trinquerez à ma salle. Monsieur Wagner? Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre idée et avec quelques observations malgré tout de forme plus que de fond. En effet, je pense que discuter de l'adhésion maintenant, c'est faux. Et ça, c'est pas un scoop, hein. Je suis très cohérent sur ce point-là. Deuxièmement, je pense que discuter de l'adhésion et des bilatérales, c'est aussi faux, parce que c'est plus une forme qu'une question de fond. Et la question de fond, vous appelez ça association, moi j'appelle ça partenariat. Et je veux dire, la remarque légèrement critique que j'aurais par rapport aux associations, c'est dès lors que je me place dans la perspective de ceux qui devraient accepter ce concept d'association, et qui sont les institutions bruxelloises. Et pourquoi? Parce qu'un traité d'association est un traité relativement bien défini dans le jargon européen, et en général, c'est le traité qui précède une demande d'adhésion. C'était le cas avec tous les pays d'Europe de l'Est. Et donc, je crains que si on utilise le mot association, on déclenche des réactions qui pourraient être négatives sur le fond, alors même que le fond est extrêmement important. Donc, ma suggestion, ce serait peut-être de mettre davantage l'accent sur le partenariat, qui est basé sur des valeurs communes et sur une communauté économique, culturelle et de notre pays avec les pays de l'Union européenne. Je me permets de... Donc, comme tu as un follow-up là-dessus, sinon je réagis, ça me paraît préciser un truc. Ouais, peut-être juste, je rebondis sur ce que dit M. Wagner. Je partage entièrement le terme partenariat, mais aussi venu en tête. D'une part, un peu pour les mêmes raisons qu'il a évoquées. D'autre part, parce que je pense que le terme d'association reste quand même relativement froid. Et c'est intéressant à plusieurs reprises, puisque les mots ont de l'importance. Et ça, je pense que c'est un élément très important de ton exposé. Tu as dit l'association parce qu'on a un intérêt à avoir une association. Et je pense qu'au fond, c'est ça qu'il faut casser. Si on reste sur le concept et pas seulement sur les termes, à mon avis, ce qu'il faut casser dans ce pays, adhésion ou pas adhésion, c'est le principe que la Suisse doit trouver un intérêt à court terme. C'est-à-dire, c'est comme ça que je l'ai compris dans ton discours, dans le mot que tu as, dans la séquence de phrases que tu as utilisée. C'est l'intérêt à court terme. Et c'est vrai que si on part de partenariat, et il y a un autre terme qui m'est venu, c'est le terme de destinée commune, de destin commun. Alors, c'est pas un mot, c'est plus difficile à utiliser. Mais au fond, je pense que l'idée qu'on doit réussir à faire passer, c'est adhésion ou pas, association ou pas. On peut pas, le destin de la Suisse ne peut pas être séparé, entre guillemets, de celui de la construction européenne. Et je crains que le terme d'association nous fasse faire un tout petit peu de surplace, dans le sens que même s'il est tourné un peu plus positivement et de manière un peu plus large que la voie bilatérale, le terme ou que l'expression voie bilatérale, les gens se disent, bon ben voilà, on est associés, puis comme dans toute association, on peut résilier, si on n'est pas content. Il y a un côté un peu froid, il y a un côté un petit peu, une étude d'avocat, on s'associe, mais est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Alors que le terme de partenariat, un partenariat enregistré, c'est quand même des gens qui ont décidé de partager une vie commune. Sans se marier. C'est pas une association, c'est intéressant. Dans le cas d'un partenariat enregistré, on parle de partenariat, on parle pas d'association. Et donc ça va plus loin. Et je pense que c'est cette dimension-là qui me manque dans le terme que tu utilises.
c'est cette idée d'engagement profond dans l'idée d'une construction. Et tant qu'à changer, et c'est ça ma petite remarque provocatrice, c'est que tant qu'à changer le terme, est-ce qu'on ne devrait pas aller un peu plus loin que simplement proposer un mot valise un peu plus positif, mais qui au fond nous fait faire un petit peu de surplace, je trouve, par rapport à l'idée de voie bilatérale. C'est-à-dire on reste un petit peu prisonnier de cette idée d'intérêt à court terme de la Suisse par rapport à un associé. Bon, pardon, de me glisser là-dedans. Eric? Oui, parce que non. Pardon, mais peut-être tu veux me donner quelques éléments. Vous voulez réagir? Ouais, si ça vous va. Ça vous va? Si. Juste alors pour clarifier un point, merci de me rendre attentif à ça. Vraiment, c'est un autre niveau que le niveau juridique. Je sais que le statut d'associé est un statut réglé par les traités de l'Union. Là, c'est vraiment en politique suisse comment on veut parler de nos relations. Alors, c'est pas exclu que ça arrive aux oreilles du représentant de la Commission à Berne, mais c'est vraiment pour le débat suisse, comment est-ce qu'on veut parler des réalités de nos relations entre la Suisse et l'Union européenne. J'avais bien sûr réfléchi au terme de partenariat, notamment parce que aussi l'effort de traduction de ce papier nous a forcé à nous interroger sur quel est l'équivalent de l'association en allemand. Oui, Si quelqu'un a une idée incroyable, c'est pas trop tard. Le layout du papier sera fait demain. C'est compliqué à trouver un mot. Moi, ce que j'ai aimé dans l'association, c'est cet aspect très suisse. Chacun d'entre vous est membre d'une association. Bon, vous êtes là ce soir, c'est pas difficile, ça en fait une. Je parie que vous en avez au moins 2 ou 3 autres. C'est très suisse l'association. Tout le monde a plusieurs casquettes d'association. À mon avis, ça dit ce lien du long terme. Tu avais l'association business en tête, moi j'avais plutôt une association, société civile, le club de foot que tu aimes depuis que tu es petit, l'association que tu portes dans ton cœur depuis 1992, ce genre d'association. Et surtout, il me semble que ça traduit, c'est un peu ergoté, mieux que le partenariat qui a une association, chacun défend ses intérêts, mais ensemble, on a des intérêts communs. Le partenariat a aussi un peu cette dimension, et le partenariat serait un mot tout à fait pertinent. Et la discussion qu'on a juste maintenant pour discuter cette question me montre qu'on est sur la bonne piste. Si c'est le mot partenariat qui s'impose dans la discussion, beaucoup des éléments que j'ai évoqués seront aussi mis en œuvre. Et donc, parfait. Ce qui s'éloigne des mots actuels, je pense, doit être salué comme une évolution positive, si ça traduit, comme tu disais, cette dimension un peu plus positive. Pour ceux qui se demandent, en allemand, on a traduit Allianz. Sponsorisé. Non, c'est pas ça. Ça fait une assurance. C'est intéressant, vous pensez à ça. Tous les germanophones à qui on a fait lire, il n'y a personne qui a pensé à l'assurance. Et c'est pour ça que j'ai cru que tu allais me rendre attentif à ça, parce que je l'ai dit 3 fois, Alliance. Mais c'était justement parce qu'on avait réfléchi beaucoup. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Si quelqu'un a une autre ouais, proposition, je la prends volontiers. Non, mais gardez Alliance en Je vous dis, on allemand, s'est cassé la tête. C'est plus facile avec Partnerschaft, ce serait plus facile. partnering, partnership. Ouais, mais alors, Alors, dans l'autre direction, mais. voilà. Je suis pas sûr que le partenariat enregistré soit vraiment le genre de concept qu'on veut pour faire avancer le débat européen. Un partenariat dynamique, par exemple. Siegvereinigen, vous avez essayé? Siegvereinigen. Ouais, Bon, si j'ose, c'est vraiment un exercice de wording, hein, de formulation pour la communication politique. Tout à fait. Alors, visiblement, dans un débat helvétique aussi pourri, c'est bien d'essayer de sortir de l'impasse. Mais il faudra donner un contenu. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que la tentative avec s'associer, ce serait de remplir progressivement cette expression de contenu et effectivement aller vers l'intégration sur cette base. Moi, je crains, hein, je ne le cache pas, enfin, je souligne, d'abord, soyons positifs, les beaux efforts que vous faites pour essayer de dépasser un certain nombre de confrontations stériles. Ok, bravo, merci. Mais attention, l'adversaire en face, il est assez puissant, il s'est sacrément renforcé l'automne dernier, il pèse extrêmement fort dans les décisions politiques à Berne en ce moment, et je suis pas sûr que le wording suffira. Si j'ose. Maintenant,
hommage à la tentative. Moi, je crois, là où je partage évidemment l'analyse, c'est de dire, bon, il faut en ce moment stabiliser pour pouvoir sauter plus tard. Et qu'on sait qu'on a une législature perdue, peut-être 2 après, on verra, et qu'effectivement il faudra des événements extérieurs, comme on l'a connu pour le scandale bancaire et d'autres frivolités en Suisse, pour qu'il y ait des verrous qui cèdent. Face à ça, la communication politique, ça peut aider, mais d'une manière limitée. Moi, je dis volontiers comment j'avais qualifié la voie bilatérale sur la feuille A4, étroite. J'aurais pu dire étriquée, j'aurais pu dire bien pire. Mais la notion de tube, je la partage. Pas d'autoroute, non, je la vois pas l'autoroute. Okay. C'est vraiment le tube. Okay. Rick. Oui. Mon propos va très certainement paraître iconoclaste, hein, parce que je n'ai pas l'habitude d'analyser, si on veut, la question européenne sous l'angle des institutions, du juridisme, je dirais, ou de l'aspect juridique. J'avais noté pour le petit exercice que vous nous proposiez, restrictions, limites, contraintes. Enfin, pour moi, ça rejoint l'histoire du tube, dans lequel, effectivement, l'énergie est enfermée, quoi, entre 2 pôles. Et puis, c'est comme si il n'y avait pas d'autre chose de la sphère autour. Hein, vous avez utilisé la métaphore de la sphère. Donc, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ces voies bilatérales, tout en soulignant la qualité des gens qui vont créer, etc. Propos iconoclaste parce que j'ai une formation sociologue et anthropologue. Et je suis évidemment trop formé à la compréhension, si on veut, de ce que c'est que le réel prescrit et de ce que c'est le réel réel. C'est-à-dire que je fais des études et des recherches. Et quand j'étudie quelque chose, je ne me contente pas d'utiliser ou de prendre est-ce qu'on applique bien le droit ou est-ce qu'on applique bien tel cadre pour ceci ou cela, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Je travaille dans le domaine du travail social, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et là, je découvre des choses. Je découvre des choses et ça me fait penser que le terme association pourrait être intéressant. Que je plébiscite, mais ça pourrait être un terme intéressant, contrairement peut-être à des positions qui se prennent sur les questions du partenariat. Pour moi, partenariat est déjà très technique. L'association est plus diffus, donc plus positif quelque part, c'est-à-dire plus puissant. Dans le sens où il peut amener un certain nombre de citoyens suisses à se référer effectivement au modèle associatif. Et je te regarde parce que nous connaissons, nous, dans le domaine plutôt du social, plein d'associations, et le discours des gens dans ces associations-là, c'est que l'Europe paraît trop technique, elle n'est pas assez citoyenne, elle n'est pas assez associative, elle n'est pas assez ceci, elle n'est pas tout cela, ce qui rejoint un petit peu la métaphore effectivement de la bilatérale. Donc je ne parle pas en termes juridiques et techniques, hein, je parle vraiment en termes de... Bon, un de mes grands profs de sociologie me disait toujours, comme il existe une psychanalyse, il existe une socio-analyse. En gros, nous avons un conscient et un inconscient. Dans la société, c'est la même chose. Il y a beaucoup de mécanismes qui se résultent sur la question de l'inconscient, donc des rapports sociaux de force qui traversent les sociétés. Et donc, peut-être qu'en repartant avec la notion qui tournerait autour de l'association, il pourrait y avoir un appel à d'autres formes d'énergie, inconsciente, mais qui sont réelles quelque part. Et j'en veux pour preuve tout ce que j'entends comme qualification dans les domaines, dans les cercles que je fréquente, de l'intérêt porté au film Demain. Au film Demain. Hein, c'est la génération de mes filles, 25, 30 ans. Ah, mais si on pouvait vivre sous cette forme-là, avec nos ingénieries, nos technicités, enfin, toute la science et puis tout le bonheur que peut générer effectivement une manière de vivre un peu différente, on pourrait peut-être penser à un monde meilleur. Mais c'est relatif à l'aspect associatif. Comment s'associer? Voilà. Et délibérément, je n'entre pas dans la discussion là sur l'aspect juridique, institutionnel, politique, etc. Je nous renvoie à d'autres mécanismes de réflexion de pensée. Et là,
ça, c'est évidemment que la communication sera essentielle pour arriver à enfin redonner un mouvement positif dans ce sens. Je crois que nous, on sait, nous les vieux Européens, à quel point c'est important d'en avoir fini depuis 60-65 ans avec la guerre et tout ce qu'on a réussi à dépasser. Hein. C'est fantastique, je ne vais pas faire de sermon là maintenant. Mais c'est vrai que, effectivement, sur la jeune génération, il y a un mouvement de la société civile en faveur du climat, de préserver le climat. Oui, avec demain on le sent. On ne le sent pas sur l'Europe. On le sent un petit peu sur la migration. Mais alors avec une société fractionnée, avec une partie, alors ce que j'appellerais, moi je ne l'appellerais pas société civile, mais enfin bon, qui réagit avec racisme, avec xénophobie, etc. Et puis une autre qui est du côté du migrant, un peu mythologique parfois. Enfin, ça c'est encore un autre aspect. Ah oui, non, ce que je souhaitais dire a été déjà largement dit. Sur la base du concept, c'est effectivement très séduisant parce que le terme d'association reflète une situation de facto qui existe déjà. Le terme de bois bilatéral, comme vous l'avez bien dit, ne reflète pas la diversité des relations que nous avons bien plus qu'avec Bruxelles simplement. Mais je me suis aussi interrogé dès le début de votre exposé sur la traduction en allemand. Là, on a un vrai obstacle. J'abonde dans le sens de M. Wagner pour le terme de partenariat, je l'avais noté sur ma feuille. Le terme d'association, on a vu, il y a le statut au sens bruxellois qui nous replacerait dans la situation d'un pays candidat à l'adhésion comme la Macédoine. Une autre, je perds le fil de mes idées. Un autre problème, oui, au plan intérieur suisse, on a parlé beaucoup de Bruxelles, mais au plan intérieur suisse, le terme d'association, j'ai quelques soucis par rapport à la droite nationaliste qui reviendra avec son argumentation d'adhésion rampante. Oui, peut-être le terme de partenariat serait plus neutre. En vous écoutant, je me suis dit qu'au fond, le terme d'association, vous avez un peu rigolé, a un caractère apaisant. Parce que ces termes disons, d'adhésion, de bilatéral, c'est technique, c'est carré, c'est déjà très occupé. Association, je ne sais pas, j'ai l'impression que de tous les côtés, on pourrait admettre cette idée-là, qui irait d'ailleurs dans l'idée que, dans l'esprit que l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand Fischer a dit dans un article du Temps, il y a déjà au moins 2 ans, en disant, admettons que pour le moment, les Suisses n'avont certainement pas adhéré à l'Europe, donc imaginons les termes d'un, je ne sais pas le mot qu'il a dit, je ne me souviens pas, mais ça aurait pu être les termes d'une association. Et ça irait très bien. Et puis, je reviens de Strasbourg où j'ai entendu des Européens parler entre eux, de constater leurs désaccords ou leurs différences sur un certain nombre de points. Ils se sont souvenus du serpent monétaire. Je me souviens encore, c'est très vieux ça, quand les monnaies, les devises variaient, et pour essayer de les maintenir dans des limites acceptables pour tout le monde, on avait imaginé le serpent monétaire. Jusqu'à je ne sais plus, mais avant c'était. Je sais, à l'époque, j'en ai parlé beaucoup dans mes articles de journalistes, c'est intéressant. Et ils ont repris cette idée en disant on pourrait créer, ils n'ont pas dit serpent, parce que ça c'est un peu hostile, ils ont dit couloir, corridor. Dans le fond, on pourrait introduire des idées divergentes de chacun, dans la mesure où elles vont évidemment dans une certaine direction, on est d'accord. Et puis finalement, étant dans ce couloir, on finit par s'entendre et puis déboucher sur quelque chose de concret que tout le monde peut accepter. Voilà, c'est les 2 réflexions que je fais. Le serpent monétaire, vous ne souvenez pas de ça? Le serpent monétaire. Oui, c'est exactement. Ça a été au moment où il y avait de tels désordres sur le plan du marché des l'église que c'était absolument affolant. Ça n'existait pas. Oui, je me permets juste il y a un hasard au calendrier. Aujourd'hui, le 15 juin, il y a une plaque qui a été dévoilée à Châteauzé. Une plaque en mémoire de l'accueil de 80 femmes qui rescapées des camps de concentration, Ravensbrück notamment. Et il y avait une petite manifestation, il y avait des jeunes du village qui sont venus lire des lettres pour parler de ça.
moi, si je suis membre du domaine, c'est pour l'adhésion. C'est pas pour ni le partenariat, ni pour l'association, mais aucune autre forme de rapprochement ou de côtoiement avec l'Union européenne. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a des jeunes, très jeunes, qui sont absolument fascinés par le discours. Il y avait une personne qui était là, qui a parlé de Ravensbrück, qui a parlé de la déportation. Et je ne crois pas du tout que les jeunes générations, aujourd'hui, se contrefichent de la guerre, de la déportation, des souffrances, des colons. Et je crois que vraiment, là, je comprends bien l'idée qu'en matière de communication politique, on puisse dire, faisons avancer le débat, niveau bilatéral, qu'est-ce que ça veut dire, trouvons d'autres mots. Mais sur le fond, et le fond c'est aussi la forme, l'essentiel il est là. On parle de tuerie de masse à Rolando, on parle d'assassinat de policiers aujourd'hui parce qu'ils ne partagent pas des valeurs, parce qu'ils partagent l'homosexualité est un crime, il faut les tuer. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui plus que jamais une nécessité de parler de valeurs à l'idéaux fondamentaux qui, d'une manière ou d'une autre, sont issus de la Seconde Guerre mondiale, qui sont issus de la construction européenne. Je ne critique absolument pas votre exposé, votre projet, votre volonté de faire bouger les choses, de faire avancer, mais moi j'aurais peur, en tout cas je pourrais démissionner du domaine, si le but c'est de trouver une sorte de modus vivendi par rapport à quelque chose de fort, par rapport à des témoignages et une actualité qui est toujours là. Donc, changeons les mots peut-être, changeons les approches, bougeons un peu le cadre et les lignes rouges parce qu'il ne faut pas rester bloqué sur des situations sans issue quand ça ne bouge pas. Mais est-ce que ça ne va pas gommer? Est-ce que ce n'est pas une tentative, une manière d'édulcorer le fond de l'affaire? C'est-à-dire un idéal fort pour ce qui peut se passer aujourd'hui à Châteaudet un 15 juin. Je ne sais pas par quel bout prendre votre remarque. Je pense qu'on peut s'entendre sur la tactique de communication politique. Je pense que vous pouvez rester membre du NOMES, pas besoin de démissionner. Comme j'ai essayé de le dire, c'est complémentaire. Je pense que c'est utile qu'il y ait des gens qui fassent cet effort de tirer la ligne rouge et qu'il y en ait d'autres qui tentent de faire bouger les lignes et que dans 10 à 15 ans, je pense qu'il faut vraiment parler en termes de génération pour faire le lien avec une des autres questions. Est-ce que ça suffira? Non. Il aurait fallu faire ça avant. Ça fait 25 ans qu'on perd ce combat des mots et il va falloir 10 à 15 ans pour tenter de reprendre pied. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de se battre sur la responsabilité de ces 20 ans perdus, mais même si on a eu la voie bilatérale, je pense que les concepts qui l'ont porté, on a perdu. Sur les mots qu'on emploie, sur la façon de voir les choses, on a perdu. Et ça, c'est... Ouais, c'est peut-être pas facile à entendre, mais je pense que c'est comme ça. Dans quel sens on a perdu? À nouveau, les forces constructives, le débat qu'on a aujourd'hui, qui ne traite pas seulement de l'Europe, qui parle de migration, qui parle de droits de l'homme, qui parle de droit international, qui est au fond sous-tendu une certaine vision de la souveraineté, ce débat, il commence en 1992, enfin, là, il trouve déjà un mini premier point d'orgue, et puis après, les partis politiques, à nouveau, à mon avis, moi j'ai le compte à régler avec le centre, qui a manqué de développer un contre-discours fort sur la souveraineté, c'est pas ça, c'est ça. La souveraineté, c'est défendre ses intérêts au bon endroit, co-décider. Mais on n'a pas entendu ce discours. Et là, il y a un combat conceptuel qui a été perdu. Par paresse, par manque de courage, par peut-être aussi manque de vista politique. Je pense que pour reprendre votre exemple de Châteaudet, merci de l'information, je ne savais pas du tout. Je suis moi-même montaisan, donc en guillemets en face, de l'autre côté de la vallée. Je pense qu'il faut réussir à montrer le lien entre cette question et dans quelle mesure la Suisse doit adhérer à l'Union européenne. Et il manque quelques étapes argumentatives entre deux, qu'il faut pouvoir démontrer pour convaincre les gens. Et je pense que c'est dans cet espace de communication, d'argumentation, de travail, de terrain, que la communication politique prend tout son sens. Vous voulez encore Oui, je vais faire encore une ou deux observations par rapport à l'esprit européen qui disparaît partout
Et effectivement, je suis d'accord avec ceux qui considèrent que revenir toujours avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas nécessairement un élément de marketing pour l'Europe. Parce que les jeunes, ils n'ont pas vécu ça directement, et malheureusement, on oublie trop ce qui s'est passé. En revanche, il faut introduire une vision futuriste. C'est l'avenir qui compte. Et là, moi, je veux dire, j'ai lu il y a 2 ans un bouquin, un des derniers bouquins de Helmut Schmidt, Mein Europa. Et je pense que dans ce bouquin, on trouve absolument tous les ingrédients, ou en tout cas une grande partie des ingrédients dont on a besoin, que ce soit en Suisse ou dans les pays de l'Union européenne, pour justifier la construction européenne sur le plan du fond. Je ne parle pas de la forme, mais des mots. Donc, et pour prendre juste un élément, ben c'est la démographie. Maintenant, on représente la moitié de la Chine, la moitié de l'Inde, si on prend toute l'Europe. Et la Suisse toute seule, encore beaucoup moins, je pense. Donc, avec ça, on peut construire une thèse. Et je dirais, dans votre démarche, je pense qu'il s'agit d'éviter tout élément qui puisse générer un non ou une opposition. Donc, mon opinion, ce serait qu'il est important de se focaliser beaucoup plus sur le contenu que sur la manière dont on l'appelle. À la limite, on n'a pas besoin de parler de quoi que ce soit, sinon du contenu. Et puis, peut-être tester l'idée. Une autre suggestion, moi, il y a un homme politique européen que j'admire, non pas pour ce qu'il a fait en 68, mais pour son attitude actuelle, c'est Cohn-Bendit. Et je pense que Cohn-Bendit est quelqu'un avec qui on pourrait peut-être tester une ou 2 idées. Lui, c'est le seul politicien européen qu'on entend à la radio et à la télé qui, à chaque fois qu'on l'interroge sur une affaire nationale, revient avec l'Europe. Et c'est le seul qui a ce courage-là. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a Verhofstadt de temps en temps. Ok. Mais Cohn-Bendit, c'est beaucoup plus systématique. Il y aura peut-être une idée sur Allianz. Oui. Oui. Je ne sais pas. Je crois qu'il a un avis sur pas mal de choses. Cette idée d'association, ça replace aussi toute cette problématique, je crois vraiment du point de vue helvétique, sur le long terme. On est vraiment le nez dans le guidon, parce que c'est mon expression, et puis ensemble on pourrait dire avec l'association ça change complètement la vista, ça change complètement l'optique avec laquelle on considère nos rapports avec l'Europe et la révolution future, sans préjuger d'une adhésion ou d'une non-adhésion un jour ou l'autre, mais ça nous permettrait d'abandonner ces problèmes d'aujourd'hui qui nous accrochent, que les médias nous rappellent tous les jours, pour aller un petit peu plus, comme disent les Suisses, les Allemands, über den Rand statt den Tellerrand. Pour aller un peu au-delà de notre bout du monde. Oui, encore une fois, je vais revenir avec une idée un peu iconoclaste, mais ça poursuit un peu ton raisonnement et ça poursuit le raisonnement de monsieur. Donc, effectivement, Cohn-Bendit et Verhofstadt ont écrit un livre ensemble sur la question européenne. Et puis, Cohn-Bendit, lors d'une conférence à Lausanne, il y a quelques années, ça doit faire 4-5 ans, avait proposé une vision anthropologique des choses. C'est-à-dire qu'il avait dit, au fond, tous les étudiants qui font des Erasmus, les étudiants qui font des Erasmus, ils devraient être contraints à rester là où ils font leur Erasmus. C'est un vieux principe de la règle d'exogamie, pour éviter les guerres entre les peuples, c'est cette vieille règle de l'exogamie, c'est-à-dire d'échanger les populations. Je me tais. C'est plus iconoclaste que la première intervention, ça. Il y avait une question ici. Ouais, une question, juste un complément par rapport à ce que disait aussi André. Dans les termes que j'avais pris, j'avais mis communication et sortir d'un certain tunnel. C'est vrai. On en a un exemple. La Suisse a créé le meilleur tunnel qui a montré, et il me semble que vous avez dit on a perdu, je suis de la génération 92, un peu précédente de cette génération, mais l'idée, le vécu qu'on a vécu de ces 20 dernières années, si on prend le 92 à maintenant, c'est qu'on est très focalisé ou très enterré chez nous.
Et puis il est temps que, vu qu'on a sorti de ce tunnel, on a réussi à créer ce tunnel, votre image me plaît par rapport au terme associatif, parce que ça va associer plusieurs personnes de différents milieux à cette même idée. Et avec l'image que je reprends, si vous me permettez, du tunnel, on a fini ce tunnel, on en est à l'extérieur, puis c'est maintenant où votre, je dirais, toute démarche est plus que noble. Il faut communiquer et il faut le faire savoir. D'Europe, il faut de plus en plus en parler, mais différemment. On en a parlé dans certains domaines bien précis, juridiques, comme vous l'avez dit, ou des domaines très spécifiques, mais aujourd'hui, il faut qu'on dise un petit peu ce que nous, on veut, beaucoup plus clairement et avec des faits concrets. Je pense qu'on gâcherait une ressource qu'on a d'écrire simplement la réalité telle qu'elle est. Ça, c'était l'exemple de Schengen, d'écrire quelle est la vraie marge de manœuvre de la Suisse actuellement, avec cette idée d'association passive pour le coup. Alors là, très... Si je peux tenter une remarque conclusive. Exercice périlleux. Exercice périlleux, mais enfin, on sait qu'on est au Nomès, on n'a pas peur du péril. Moi, je trouve l'approche vraiment intéressante. Le problème, c'est qu'on ne va jamais trouver un terme, on voit bien avec le terme association, un terme qui comprend, dont le concept même qui est contenu dans le terme soit autocompréhensible. En fait, on a vu qu'il y avait plein de définitions différentes autour du terme association. Par exemple, pour moi, on parlait de l'association à la Suisse. Pour moi, il y a une différence entre être associé à quelqu'un et être membre d'une association. C'est tout bête. Mais pour moi, il y a quelque chose de différent. Je suis membre d'une association. La Suisse a décidé, bien sûr, vous allez me dire, si elle est associée à l'Europe, elle est de facto membre de cette association. Mais je pense que dans l'acception des gens, il n'y aura pas forcément cette idée qu'on est membre à part entière. Je pense que les gens ont plutôt l'idée de dire il y a un partenaire, une entité avec laquelle j'ai un lien, mais où il y aura toujours un peu un papier de soi en filigrane. Et c'est juste ce que je crains. Mais en même temps, tu m'as rassuré en disant que l'association, ça pouvait être beaucoup... Et dans vos remarques, que l'association pouvait être aussi beaucoup plus... un terme beaucoup plus proactif et beaucoup plus porteur de sens à long terme. Et au fond, c'est à la fois la chance et le risque de ce terme et de l'approche que tu as, c'est que on peut essayer d'imposer ce terme dans le débat public, reste encore à savoir ce que les gens vont en faire. Mais c'est intéressant. C'est vrai que certainement ça mènera un progrès dans la construction des mentalités, certainement un progrès par rapport au terme de voie bilatérale. Quoique je m'étais fait une réflexion toute bête, mais ça c'est vraiment un peu du cynisme politicien. Je m'étais dit au fond, l'avantage de la voie bilatérale, c'est qu'aujourd'hui on peut la diaboliser comme un échec. Il faut dire, ça c'est la thèse que nous pouvons avoir au niveau de Nomès, la voie bilatérale est un échec. Et donc on peut opposer une perspective d'adhésion comme étant une opposition à la voie bilatérale. Si on essaie de transformer la voie bilatérale en concept d'association, on lui donne une connotation positive, et lorsqu'il y aura des problèmes dans cette perspective d'association, on n'arrivera pas à tuer le terme positif qu'on a essayé de créer, ou ce sera plus difficile. Mais ça, c'est plus tactique comme réflexion, mais disons, je l'ai quand même en tête. Pour dire les choses de manière plus simple, c'est pratique d'avoir un terme comme voie bilatérale qu'on peut stigmatiser. On est peut-être les seuls à le faire, mais ça revient un peu à ce que tu disais sur la ligne rouge, d'avoir, entre guillemets, un peu quelques premiers chrétiens comme ça qui, malgré les cages et les lions, décident quand même de dire que oui, ils ont le droit d'avoir cette vision, ça rejoint à ce que vous disiez aussi, et puis qu'on est prêt pas à mourir, mais disons on est prêt à se battre pour ça, et puis qu'au fond ça nous arrange d'avoir un terme qu'on peut crucifier. Oui, mais franchement, historiquement, on ne peut pas condamner les bilatérales, historiquement. Non, le problème non, on peut pas les condamner. C'est qu'elles ont on peut été dire proposées par l'UDC. On peut dire qu'on est dans l'impasse. Ouais. Non, c'est légal. Mais ça a marché. Écoutez, c'était les pompiers qui sont venus éteindre l'incendie. Oui. Ils avaient l'eau dans la maison. Ils avaient poussé le feu, mais... Le feu était là. On a passé clairement. Maintenant, on est au bout. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est un échec. On ne doit pas non, aujourd'hui, on est dans l'impasse. Oui, mais ce n'est pas la faute des bilatérales. Elles ont vécu leur vie. Ce n'est pas la faute des bilatérales, c'est le fait que. Voilà. Comme oui, c'est vrai. Pas les bilatérales. Non, d'accord. Dans le congrès de Strasbourg, on se rend compte que les institutions européennes sont à la limite de leurs possibilités. C'est fini, il faut trouver autre chose. Mais les bilatérales sont à la limite
de leurs possibilités, il faut trouver autre chose. Oui. Merci pour l'association. Quand j'étais en... Et après, je vous Remarque, écouter. Mais je suis toujours fatigué quand j'entends des critiques contre la Commission et les institutions européennes. Parce que, en fait, eux, ils sont les otages des États membres depuis quelques années. Donc, je pense qu'on est très injuste avec eux. Il faudrait plutôt repenser la Commission, par exemple, dans une approche delorienne, où lui, vraiment, il pouvait pleinement utiliser ses compétences, et ce qu'il a fait avec le marché unique, avec l'Europe sociale à laquelle les Anglais ne voulaient pas s'associer, mais enfin, les autres pays y sont associés, etc., etc. Ça, c'était un succès. Et je pense qu'il ne faut pas être injuste vis-à-vis des institutions européennes comme la Commission ou le Parlement. C'est juste. Johan, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Sinon, je propose qu'on aille gentiment vers la fin. Merci pour ta participation. Merci pour les remerciements.